Donc c'est à moi que revient la lourde tâche de faire une introduction à la fois au colloque et de vous parler de climat de l'Arctique dans un contexte global et temporel. Donc c'est une lourde tâche puisque bon, c'est en fait tout le thème aussi d'une partie de ce colloque. Mais je vais essayer de brosser un tableau général. Avant de le faire, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à un de mes illustres prédécesseurs au Collège de France. J'ai nommé Georges Cuvier, qui s'intéressait déjà à la fin du 19e, à la fin du 18e, au début du 19e, au Grand Nord, aux zones polaires, et en particulier, il était très intéressé par des fossiles de mammouths. À l'époque, personne ne comprenait ce qu'ils étaient. Il a été le premier vraiment à comprendre la relation avec les éléphants actuels. D'ailleurs, en fait, une des vues là, qui est montrée sur cette planche montre justement cette comparaison qui avait été établie par Georges Cuvier entre les éléphants actuels et les mammouths trouvés en Sibérie. Après ce clin d'œil, j'aimerais parler un peu plus de climat. Et dès que l'on parle en fait, de l'Arctique et du climat, il est important en fait, de remettre effectivement dans le contexte du réchauffement actuel et pratiquement qui sous-tend aussi toute l'activité renouvelée en fait, sur cette thématique. Le réchauffement, comme l'a rappelé Alain Fuchs tout à l'heure, il est amplifié en zone polaire. On a une amplification qui est très très nette. Alors pour le démontrer, pour le montrer, il suffit de considérer le réchauffement moyen sur 50 ans. Ici, il s'agit en fait d'une cartographie des tendances moyennes sur 50 ans. Vous voyez en particulier très nettement, bien que les zones rouges sont situées à haute latitude, on a une dissymétrie entre les deux hémisphères. Le petit insert ici vous montre justement la moyenne zonale en fonction des latitudes. On voit très nettement effectivement, que le réchauffement, en tout cas sur les derniers 50 ans, il est très amplifié d'un facteur 2 à 3 en zone polaire. On voit aussi très nettement des caractéristiques aussi importantes, notamment le fait que le réchauffement est amplifié aussi sur les continents, mais on voit très nettement cette dissymétrie entre le nord et le sud. Amplification polaire, donc nous y reviendrons abondamment à la fois lors de ma présentation et j'imagine aussi pendant celle des collègues. Alors, dès que l'on parle de l'Arctique, de la région arctique, très rapidement, on en vient aussi à ses caractéristiques climatiques. Et c'est vrai, même dès le départ, lorsque l'on définit la région arctique uniquement en prenant en compte en fait, le cercle polaire, c'est-à-dire la zone du monde où il peut y avoir jour de minuit et nuit complète au solstice d'hiver, et jour de minuit au solstice d'été. Mais dès cette définition, en fait, on voit aussi les liens avec le climat, d'une part à cause de ce phénomène d'insolation qui est tout à fait important, et climat étymologiquement est lié à l'inclinaison des rayons du Soleil sur la Terre. Mais en plus, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que cette position du cercle polaire, elle n'est pas constante dans le temps, elle varie au cours du temps. En particulier, elle varie avec une périodicité de l'ordre de 41 000 ans, qui génère en fait les glaciations, on y reviendra en particulier, mais la fluctuation de l'obliquité de la Terre, qui est un des paramètres de l'orbite terrestre, est très importante, fondamentale pour expliquer le phénomène des glaciations. Et donc à l'heure actuelle, la zone arctique se rétrécit de 15 mètres par an. Donc je vous rassure, en fait, dans 10 000 ans, on aura effectivement le phénomène inverse, cette zone arctique va recommencer à croître, mais on a donc une cyclicité, et donc on a quelque chose qui n'est pas constant dans le temps, la position du cercle polaire. Ce qui est important aussi, c'est que lorsque l'on prend cette définition, elle est arbitraire pour certains cas. En particulier, on voit très nettement qu'une partie du Groenland ne serait pas située dans ce cercle, dans la zone arctique. Alors, une définition plus pragmatique qui est souvent utilisée, c'est de considérer l'isotherme. Donc, on repart encore une fois sur une définition qui est liée au climat. L'isotherme 10 degrés en été, où on voit très nettement, qui est symbolisé, qui est représenté ici en rouge. Une autre définition qui peut être importante aussi, qui est la liaison, la proximité avec l'océan Arctique, qui est représenté ici. Donc je vais vous donner un peu plus de détails justement sur cet océan Arctique, qui est véritablement important pour comprendre à la fois le climat et les caractéristiques de cette zone et des continents qui sont associés. Voilà en fait une vue en fait, de cet océan Arctique. J'ai repris, en fait, je signale que j'ai repris en fait, quelques figures d'un ouvrage assez récent en fait, de Michel Fieux, L'océan planétaire, que je vous recommande, publié aux presses de l'ENSTA. L'avantage de cet ouvrage, c'est un ouvrage d'océanographie, mais c'est de pratiquement tout avoir en français. Donc, ici, vous avez donc une vue de cet océan Arctique
qui borne un petit peu le problème, avec des bassins profonds, notamment le bassin canadien, le bassin eurasien, le bassin de Makarov, qui sont séparés en fait par des rides, en particulier la ride de Lomonosov, dont nous reparlerons dans le cadre de l'exposé. On voit aussi très nettement sur cette vue en fait polaire de l'océan Arctique, eh bien, qu'il y a des plateaux continentaux qui sont très étendus, avec des faibles profondeurs au niveau de la Sibérie. On le voit très nettement ici. On voit aussi que l'océan Arctique est en connexion avec l'océan mondial, au niveau essentiellement de deux goulets d'étranglement, notamment le détroit de Fram, qui est relativement profond, et d'autre part le détroit de Bering, qui est très peu profond. Nous y reviendrons, parce qu'il a une importance aussi climatique, ce détroit de Bering, avec une profondeur qui est de l'ordre de 50 à 55 mètres, donc des échanges qui se font à l'heure actuelle, mais on va le voir, dans le passé, la Terre était un peu différente. Alors, ce qui est important aussi, c'est lorsque l'on considère l'océan Arctique et les continents limitrophes, il est important aussi de s'intéresser à l'hydrologie. Et lorsqu'on le fait, on voit immédiatement qu'on ne peut pas uniquement se limiter au cercle polaire et aux régions arctiques. Pour comprendre en fait l'hydrologie et les apports à l'océan Arctique, eh bien, on voit très nettement que lorsque l'on considère les bassins de drainage, à la fois en Russie notamment et au niveau du Canada, eh bien, ils vont très loin vers le sud. On voit par exemple, ici vous sont rappelés les différents grands fleuves. On peut citer le fleuve Mackenzie au Canada, on peut citer la Lena, le Yenisei, etc. en Russie. On voit très nettement que les bassins de drainage pénètrent très largement au sud. On voit que carrément le bassin versant qui va vers le nord, vers l'océan Arctique, en fait, il va carrément pratiquement jusqu'à la latitude du sud de l'Italie et du sud de l'Espagne. Donc il faut considérer climatiquement une zone nettement plus large que la partie purement région arctique, lorsque l'on veut comprendre en fait l'hydrologie de cet océan et de cette région. Alors je vous l'ai dit, il y a une connexion au niveau du détroit de Fram, une connexion océanique, qui est représentée en fait ici, c'est une carte en fait qui représente un détail en fait de la zone océanographique entre le détroit de Fram et ce qu'on appelle les mers nordiques, avec le Groenland ici, la Norvège de l'autre côté. On a des mers nordiques, mer de Norvège, mer du Groenland et mer d'Islande, qui sont effectivement connectées en surface avec des courants marins à la fois chauds et froids. Alors les courants chauds sont présentés en rouge. Ici, vous avez en particulier le courant de Norvège qui se continue par le courant Ouest-Spitzberg, qui constitue en fait la continuation in fine de la dérive nord-atlantique et du Gulf Stream qui provient de beaucoup plus bas en latitude. Ces eaux relativement chaudes vont pénétrer jusqu'en océan Arctique. Alors, elles ont une modification lors de leur trajet, elles perdent de la chaleur, c'est ce qui réchauffe aussi tout ce continent. Mais en même temps, il y a un courant de retour qui vient compenser en fait le flux d'eau du sud vers le nord, qui est le courant est-groenlandais, qui amène des masses d'eau froide. Et donc ces deux courants, en fait, cette circulation et ces échanges entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique Nord, les mers nordiques, est très important en fait pour comprendre en fait les conditions de température et de salinité, et donc de densité au niveau de ces mers nordiques, qui sont très importantes aussi, parce que c'est là que se fait la convection profonde, en particulier pour ce qu'on appelle la circulation méridienne de renversement, ou au sens plus large du terme, la circulation thermohaline de l'océan mondial. Donc voici juste un schéma qui rappelle justement un bloc diagramme qui rappelle un petit peu les échanges et l'importance de différents phénomènes pour comprendre justement cette convection d'eau profonde en mer du Groenland, d'Islande et de Norvège. Bon, c'est très schématisé. Ici, vous avez le bassin arctique, le bassin des mers nordiques au-delà de la ride Groenland-Écosse, incluant l'Islande, et l'océan Atlantique ouvert. Donc ce qui est important, c'est de voir que cette convection profonde, qui est très importante aussi climatiquement, parce qu'en fait, accompagnant ces flux d'eau vers le nord, il y a 10 puissance 15 watts, 1 pétawatt qui sont transportés du sud vers le nord et qui sert, entre guillemets, à réchauffer l'atmosphère et les continents voisins. Donc ces phénomènes de convection en fait, sont affectés par tout un tas de phénomènes, incluant en particulier les échanges d'eau en surface, comme nous les avons vus, mais aussi en profondeur. Il y a des échanges d'eau profonde entre le bassin arctique
et l'Atlantique Nord, les mers nordiques, qui sont très importants justement pour préconditionner les eaux au point de vue de leur densité. Parce que la convection, une grande partie de cette convection d'eau profonde se passe effectivement dans ces mers nordiques avec échange avec l'océan Arctique. Donc on a ensuite, ces masses d'eau vont ensuite passer au niveau de seuil pour alimenter en fait la circulation profonde générale, en particulier l'eau profonde nord-atlantique, NADW, et se mélanger avec d'autres composantes comme la composante de la mer du Labrador. Donc une importance des échanges d'eau, mais aussi d'autres phénomènes que nous verrons, en particulier la formation de glaces de mer, les échanges de chaleur, les flux des fleuves, comme nous l'avons vu, et accompagnant aussi ces formations de glaces de mer, la formation de saumure, le relargage de sel vers l'océan, qui a donc une influence en fait sur la densité. Donc cette Méditerranée arctique, parce qu'il s'agit effectivement d'un bassin qui est enfermé, entouré par des terres, donc au sens étymologique du terme, c'est effectivement une Méditerranée. Cette Méditerranée arctique, elle est effectivement connectée à la circulation thermohaline globale de façon très nette. Et elle a donc une importance justement pour comprendre les flux, en particulier les plongées au niveau de la zone des mers nordiques. Donc ici vous avez une schématisation un peu à outrance, ultra simplifiée de la circulation thermohaline globale sous la forme d'un tapis roulant. Bon, c'est une simplification à l'extrême qui est un peu caricaturale. Ici, vous avez une vue beaucoup plus récente, beaucoup plus exacte au point de vue océanographique. Mais le message important est effectivement que la Méditerranée arctique est connectée. Alors, elle n'a pas été tout le temps dans le passé, comme je vais vous le montrer, ce qui a aussi son importance dans la compréhension des conditions à la fois océanographiques et climatologiques de cette zone. Donc, en récapitulé, voici encore tiré de l'ouvrage de Michel Thieux, un bilan des transports d'eau vers et hors de cette Méditerranée arctique. Tout ça est exprimé en Sverdrup, donc en 10 puissance 6, en millions de mètres cubes par seconde, avec, donc vous voyez en particulier le flux des fleuves que nous avons revu, 0,2 millions de mètres cubes par seconde, des échanges qui sont très importants au niveau océanographique, à la fois le courant chaud ouest Spitsberg et un courant froid du Groenland vers le sud, avec une compensation entre les deux, et un flux qui va être important, dont nous allons parler, qui est le flux d'eau venant du Pacifique. C'est une eau qui est relativement moins salée, qui est relativement peu salée, et qui est importante, en fait, qui passe du Pacifique vers l'océan Arctique, et qui a donc une importance pour comprendre les conditions de température et de salinité de ce bassin. Et, encore une fois, les convections, les différentes composantes sortant en fait des mers nordiques en profondeur et qui alimentent ensuite la circulation mondiale. Alors, une autre caractéristique de la zone arctique, de l'océan Arctique, c'est d'être situé en zone polaire. Et bien évidemment, il fait froid. Et à partir de moins 2 degrés, l'eau de mer va geler et former des cristaux de glace qui peuvent être au départ disséminés dans l'eau de mer, ce qu'on appelle le frasile, jusqu'à formation de banquises de plusieurs mètres, ce qu'on appelle la banquise pérenne, pluriannuelle. Ici, vous avez plusieurs vues de ces différents faciès, on va dire, de cette glace de mer, avec des glaces en crêpe ou des glaces préfracturées. Mais une importance de ce phénomène d'englacement, comme je l'ai dit tout à fait auparavant, il y a aussi une importance aussi pour comprendre les conditions de salinité, puisqu'à chaque fois qu'il y a formation de glace de mer, il y a rejet partiel du sel vers les masses d'eau. Alors cette glace de mer, Julienne Streuve va en parler bien plus que moi et de façon bien plus compétente. Elle va probablement vous remontrer de façon beaucoup plus détaillée que cette banquise varie saisonnièrement. Elle varie saisonnièrement. Ici, il s'agit juste d'une vue qui représente en fait la variation saisonnière de la banquise ici pour une année particulière, mais on pourrait montrer des figures équivalentes pour les autres années ou faire une moyenne. Pour l'année 2006, entre un minimum estival, pour la glace pérenne, pluriannuelle, et les glaces saisonnières à la fin de l'hiver. Donc vous avez une fluctuation qui est très importante, pratiquement un facteur 3, entre un minimum de l'ordre de 6 millions de kilomètres carrés pour la glace pérenne et vers une surface beaucoup plus importante de 16 millions de kilomètres carrés. Alors c'est effectivement, on va voir qu'il y a des fluctuations dans le temps de cette couverture de glace.
Alors, ce qui est important aussi, c'est que cette glace polaire, cette banquise, cette glace de mer, elle a une importance aussi climatique parce qu'elle rétroagit, elle a une action aussi sur le climat. Alors, elle a plusieurs actions, je ne vais pas les détailler toutes, mais une des actions les plus emblématiques, c'est le fait que cette glace de mer réfléchit le rayonnement solaire, en particulier parce que son coefficient de réflexion, son coefficient d'albédo, est très différent des conditions de mer ouverte. Ici, vous avez juste quelques petits chiffres qui sont rappelés. En océan ouvert, en fait, l'albédo est très très faible. Là, pratiquement, les rayons du soleil servent, entre guillemets, à réchauffer les masses d'eau de surface. Lorsque l'on a de la glace nue, eh bien, le coefficient de réflexion est bien plus important, mais si la glace est recouverte de neige, eh bien, c'est encore plus important. Donc, on a véritablement un effet très important de réflecteur du rayonnement solaire. Il y a d'autres phénomènes aussi qui limitent les échanges de chaleur, les échanges de gaz entre l'atmosphère et l'océan, mais un effet très important qui va rétroagir en fait sur le climat, c'est ce phénomène de réflexion et de modification de l'albédo par la glace polaire, la glace de mer, et en particulier, on a une rétroaction positive. En bon français, c'est un cercle vicieux. Dès qu'on a une diminution ou une augmentation, en fait, ça va dans un sens ou dans l'autre, dès qu'on a une perturbation, eh bien, cette perturbation va être amplifiée. Ici, vous avez un cycle qui est schématisé avec, lorsque l'on a une diminution de la glace de mer, eh bien, l'albédo généralisé de cette zone va diminuer. On va donc avoir un accroissement, une augmentation de la pénétration du rayonnement solaire dans les masses d'eau qui va avoir tendance à réchauffer l'océan encore et, par effet de rétroaction, de continuer à faire fondre la glace de mer. Et donc, on a une rétroaction positive qui est importante pour comprendre justement non seulement le climat régional, mais le climat global, comme on l'a vu tout à fait au départ. On a vu qu'il y avait une amplification polaire, nous y reviendrons. Alors il y a un autre réflecteur très important que l'on voit sur cette cartographie, qui est en fait ici, dans ce cas-là, qui n'est pas formé de glace de mer, qui est formé de glace atmosphérique de précipitation de neige sur un continent, qui est la calotte de glace du Groenland, qui représente une surface qui est très importante, qui est pratiquement de l'ordre de 2 millions de kilomètres carrés, et qui stocke, alors c'est ça aussi la grosse différence, elle stocke l'équivalent de pratiquement 6 à 7 mètres d'équivalent au niveau de la mer, et on va voir aussi que dans le passé, il y a eu des grandes fluctuations du niveau marin. Dorte Dahl Jensen en parlera du Groenland de façon beaucoup plus compétente et de façon beaucoup plus complète que moi. Alors, cette rétroaction positive, notamment liée à la réflexion, et à cet albédo qui change, participe, ce n'est pas le seul mécanisme, mais ça participe justement à cette amplification polaire que l'on voit à l'heure actuelle sur le réchauffement depuis 50 ans ou un siècle, mais on le voit aussi très nettement dans les modélisations numériques. Ici, il s'agit juste d'un exemple, mais on pourrait le multiplier en quantité. Il s'agit d'un calcul en fait, de simulation des températures réalisées avec un modèle GCM, le modèle du NCAR, CCSM3, avec un scénario d'augmentation de gaz à effet de serre, de gaz carbonique équivalent de 700 ppm à l'année 2100. Et dans ce cas-là, on a un réchauffement qui est important, global, mais qui en plus est très concentré dans la zone polaire, avec une amplification de pratiquement un facteur 2, 3, jusqu'à 4 dans certaines zones. Alors, sur ce diagramme est représenté, en fait, juste pour illustrer le fait qu'il ne s'agit pas d'un modèle particulier, mais c'est vraiment une caractéristique fondamentale de toutes ces modélisations. Vous avez une vue qui représente, en fonction des latitudes, le réchauffement moyenné, zonal, avec notamment cette vue qui montre une amplification polaire qui varie ici d'un facteur 2 à 4. Alors on voit aussi, bon ici c'est trop petit pour pouvoir le lire, mais les différentes courbes représentent différents groupes de modélisation, différents modèles. Alors on retrouve le modèle de Princeton, le modèle de la NASA, le modèle de l'IPSL, le modèle du CNRM à Toulouse, le modèle du NCAR à Boulder, le modèle de la météorologie anglaise, le modèle du Max Planck Institute à Hambourg. Tous ces modèles en fait montrent comme caractéristique une amplification polaire, même si l'amplitude n'est pas complètement compatible. Alors c'est une vue qui date de 2006, mais encore une fois, les actualisations montrent aussi qu'il y a une certaine incertitude encore sur cette amplification polaire, qui montre en fait que la modélisation a encore quelques progrès à faire, même si, au premier ordre, on voit que cette amplification polaire est bien représentée. Alors, une autre façon de représenter et de regarder ces fluctuations du climat au cours du temps, pour les illustrer, est de considérer en fait les
fluctuations du passé. Donc, je ne vais pas vous faire une illustration avec de la modélisation, avec de la prospective, mais je vais essentiellement vous montrer quelques exemples en fait, de fluctuations passées qui illustrent bien, à mon avis, la sensibilité et l'importance en fait, de l'Arctique. Alors, tout à fait au départ, parce que je vous ai parlé un peu de niveau de la mer et de communication entre l'océan Arctique et l'océan mondial, j'aimerais rappeler en fait, qu'au cours du passé assez récent, en particulier des fluctuations glaciaires interglaciaires, qui sont pilotées en fait, par l'astronomie, en particulier, je vous ai dit tout à fait au départ, par la même chose qui maintient le cercle arctique, donc l'obliquité de la Terre. Donc on a des changements eustatiques, des changements du niveau de la mer général, donc on peut les regarder en Arctique ou on peut les regarder ailleurs. Ici, il s'agit juste d'une vue, d'une photo qui montre en fait l'encoche qui correspond au dernier interglaciaire, à la dernière période interglaciaire. Ici, c'était une étude que nous avions réalisée avec des collègues italiens sur cette côte qui est très rocheuse, où on matérialise en fait cette hausse du niveau de la mer à plus 7 mètres de façon très très nette, alors, sauf dans les cas où il y a tectonique active avec du volcanisme, mais généralement on trouve en fait ce dépôt, cette encoche de façon très très nette vers plus 7 mètres, et dans certaines autres zones, on peut retrouver des fossiles que l'on peut dater avec des méthodes, en particulier l'uranium-thorium, pour effectivement contraindre chronologiquement cette période, et on retrouve en fait qu'on a une fluctuation importante de l'ordre de 7 mètres. Alors ça ne veut pas dire, je vous ai dit tout à fait au départ qu'il y avait 7 mètres de glace stockée sur le Groenland, ça ne veut pas dire que le Groenland avait disparu, encore une fois Dorte Dahl-Jensen vous en parlera mieux que moi, mais le Groenland y a contribué, il a contribué probablement pour pratiquement la moitié de cette fluctuation eustatique, une autre partie venant de l'Antarctique. Donc une sensibilité probable aussi de l'océan Arctique à ces fluctuations glaciaires interglaciaires, période chaude ici. Alors les fluctuations glaciaires interglaciaires eh bien, ont eu lieu dans les deux sens. En particulier pendant les glaciations, le niveau de la mer était bien plus faible que le niveau actuel. Ici, il s'agit d'une compilation, encore une fois, on peut le regarder à la fois en Arctique ou ailleurs, puisque les vases sont communicants au premier ordre. On peut considérer les courbes du niveau de la mer qui sont issues d'autres régions. Ici, il s'agit de travaux que nous avons actualisés assez récemment à partir des datations UTH des coraux de Tahiti. On a une très belle remontée, mise en évidence d'une très belle remontée en fait, du niveau de la mer depuis pratiquement moins 120 mètres jusqu'à l'actuel, des conditions, donc une fluctuation de plus de 120 mètres. Et il est très clair que pendant la glaciation, eh bien, le détroit de Bering était fermé. Je vous ai rappelé tout à l'heure que la profondeur était de l'ordre de 50 à 55 mètres. On peut prévoir en fait, que le détroit de Bering était fermé à partir de 12 000 ans avant le présent, et que donc, ça a dû avoir une influence aussi sur les échanges d'eau entre l'océan mondial et l'océan arctique. Alors c'est quelque chose que l'on peut matérialiser en considérant des cartographies résumées de la zone arctique aujourd'hui et pendant le dernier maximum glaciaire. Ici, vous avez deux vues qui sont tout à fait générales et utiles pour justement illustrer le changement absolument considérable d'une glaciation par rapport à une période actuelle. Ici, vous avez la situation actuelle avec le gros glaçon qui est situé sur le Groenland, dans la zone de l'hémisphère nord, alors que pendant la glaciation, eh bien, il y avait une énorme calotte de glace sur le Canada, pratiquement 4 km de glace, une énorme calotte de glace sur le nord de l'Europe, la calotte phénoscandienne, et à cause de ces changements, eh bien, le niveau de la mer était nettement plus bas, je vous l'ai montré, plus de 120 mètres plus bas que l'actuel. À cause de ça, eh bien, la connexion, il y avait une exondation, le détroit de Bering était exondé, il n'y avait plus de passage entre l'océan Arctique et l'océan Pacifique. On avait aussi de la glace de mer qui était beaucoup plus étendue. Et en particulier, on le voit très bien ici, le plateau continental russe était complètement exposé à cette époque. Alors, il est possible, j'aimerais juste illustrer justement l'importance de ce détroit de Bering. Alors, on peut regarder la carte paléoclimatique du dernier glaciaire pour constater effectivement qu'on pouvait passer à pied sec entre l'Europe, entre l'Amérique, entre l'Alaska et la Sibérie, mais pour distinguer en fait l'effet particulier de la contribution climatique de ce détroit de Bering, c'est assez difficile. On peut le faire en fait par modélisation, tiré d'un travail assez récent. En fait, des modélisateurs se sont intéressés à cette question. En particulier, il est facile dans un modèle de fermer carrément le détroit de Bering. Et voilà, tout calcul fait, on va dire, les résultats qui montrent en fait que cet effet d'arrêt du flux d'eau relativement peu salée venant du Pacifique Nord vers l'océan Arctique a comme effet en fait de renforcer la circulation thermohaline et la convection profonde en Atlantique Nord, cette circulation méridienne de renversement,
Et ça a un effet à la fois sur l'océan, sur le transport de chaleur, c'est 1 pétawatt, et ça a un effet aussi très important sur les températures atmosphériques. Comme on le voit ici, on a un réchauffement, mais qui est noyé ensuite dans le refroidissement glaciaire qui est prépondérant. Mais un effet que l'on peut distinguer par modélisation. Alors il est intéressant aussi d'avoir une vue encore plus large, puisqu'on s'intéresse aussi à l'influence du gaz carbonique sur le changement climatique, en particulier en zone polaire. Donc il est aussi intéressant non seulement de regarder des périodes beaucoup plus froides, mais aussi d'avoir une perspective nettement plus longue, géologique, et de remonter aux tendances climatiques, pratiquement en remontant jusqu'à des périodes aussi chaudes que celles du Crétacé, la période des dinosaures, pendant laquelle eh bien, la pression partielle de gaz carbonique était plus importante que celle qui est attendue pour la fin du siècle, mais des concentrations qui étaient de l'ordre de 1000 à 2000 ppm. Alors bon, il y a encore de grandes incertitudes et des incompatibilités entre certains marqueurs de P de CO2, mais globalement, on avait des teneurs en gaz carbonique qui étaient nettement plus conséquentes que celles de la période actuelle. Et le niveau marin était, il n'y avait pas de calotte de glace, pas d'Antarctique, le niveau marin était pratiquement de plus 200 à plus 400 mètres par rapport à l'actuel, alors ce qui est partiellement lié à ces volumes de glace qui étaient différents, mais aussi à la géométrie des bassins océaniques. Alors, je vais faire un petit tour panoramique justement depuis le Crétacé, en considérant les températures les plus chaudes pendant cette période qui est caractérisée par un effet de serre prépondérant. À cette époque, la zone polaire était très chaude. Ici, pour un peu illustrer le propos, c'était en particulier pour la fin du Crétacé. C'est la période pendant laquelle les craie, les dépôts de craie du bassin de Paris, que l'on voit ici à Étretat, ou on pourrait regarder aussi en Angleterre avec les falaises de Douvres, se sont déposés dans cette English Chalk Sea. Et en même temps, à beaucoup plus haut en latitude, eh bien, il y avait des températures beaucoup plus clémentes, en particulier des dépôts où on a retrouvé un arbre à pin au niveau du Groenland, ou carrément un crocodile de 2-3 mètres de longueur au niveau de la zone arctique, et plus récemment encore, en fait, des paléothermomètres, bon, c'est moins poétique, mais des paléothermomètres qui utilisent la géochimie organique, en particulier de molécules que l'on appelle les tétraéthers, ont permis en fait de reconstituer des températures de moyenne annuelle, probablement de l'ordre de 15 degrés au niveau du pôle, donc clairement des conditions qui étaient nettement plus clémentes et qui interdisaient la présence en fait de calottes de glace et de glace de mer. Alors lorsque l'on regarde en fait les fluctuations climatiques au cours de toute la période qui a suivi en fait le Crétacé, ce que l'on appelle le Cénozoïque, le tertiaire plus la période quaternaire, eh bien on a essentiellement, quand on regarde de très loin cette courbe, on a une lente dégradation pendant les derniers 65 millions d'années, qui est caractérisée généralement par le delta O18, la composition isotopique des foraminifères benthiques, enfin d'organismes qui vivent sur le fond de la mer, que l'on peut retrouver dans des carottages sédimentaires. Et cet outil géochimique, le rapport isotopique O18 sur O16, dépend de la température. C'était vrai en particulier lorsqu'il n'y avait pas de glace. Et c'est un indicateur climatique qui est mixte, en fait, qui dépend aussi du volume de glace continentale. C'est pour ça que dans cette vue, en fait, qui résume un petit peu le climat de la Terre global pendant les derniers 65 millions d'années, ce que j'ai indiqué ici, c'était plus chaud et plus froid, mais avec des guillemets, pour bien signaler en fait qu'il ne s'agit pas d'un paléothermomètre pur, parce que dès qu'il y a apparition de glaciation et de glaciers continentaux conséquents, eh bien, ça influence aussi le delta 18 de l'océan global, et donc que l'on mesure dans ces foraminifères. Alors pendant toute cette période, eh bien, on a une évolution parallèle que je ne montre pas là, mais qu'il suffit de trouver. On a une évolution aussi de décroissance de la pression partielle de gaz carbonique qui évolue de pression partielle de l'ordre de 1000 ppm vers des pressions partielles qui vont être inférieures à 500 ppm à partir de l'Oligocène, du Miocène, etc. Donc une lente dégradation de l'effet de serre qui est mise en parallèle avec cette lente dégradation, avec des à-coups, mais encore une fois, une lente dégradation sur tout le Cénozoïque qui va culminer par la période du Pléistocène avec des glaciations très importantes. Alors ce qui est important, c'est ce que l'on voit aussi sur ce diagramme qui est classique, qui est issu de compilation par Jim Zako, c'est le fait qu'on a une formation en fait, des premières de la calotte antarctique à partir de la transition Éocène-Oligocène vers 35 millions d'années, mais ça c'était une vue, je dirais, un petit peu ancienne. Les dernières années, comme je vais vous le montrer, en fait, il y a eu beaucoup d'études très récentes
sur les sédiments arctiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, malheureusement, la plupart des archives paléoclimatiques en Arctique sont généralement fragmentaires, elles sont rares, et assez généralement, en particulier, les sédiments océaniques ont des taux d'accumulation qui sont très faibles, donc il est très difficile, en fait, de reconstituer dans le temps. Mais je vais vous montrer, en fait, que dans les dernières années, vous allez voir que les références que je vous montre sont assez récentes, et les choses ont un peu changé. On a plus d'informations, et notamment des informations étonnantes, notamment des débris détritiques glaciaires, les fameux IRDs, enfin, pour Ice Rafted Debris, dans les sédiments de l'Atlantique Nord, qui indiquent en fait un englacement pratiquement synchrone entre les deux pôles à partir de 30-45 millions d'années. Ici, il s'agit de photographies à la fois au MEB pour des tout petits IRD, et d'autres beaucoup plus gros. Ici, il s'agit d'objets complètement exotiques au point de vue de leur minéralogie et de leur texture. Il y a des stries tout à fait caractéristiques qui ont été trouvées en plein milieu de l'Atlantique, dans ces dépôts. Ici, il s'agit d'objets qui font plus de 3 cm. Donc des objets qui sont caractéristiques d'un englacement. Alors ce qui a aussi changé assez récemment, c'est le fait que maintenant on dispose d'un très grand forage en Arctique qui a été réalisé dans le cadre du grand programme Integrated Ocean Drilling Program, c'était l'expédition 302, ou l'expédition qui est aussi baptisée ASEX, qui a permis de retrouver en fait des sédiments très anciens qui remontent pratiquement jusqu'à l'Éocène. En particulier, ici, vous avez une vue qui représente la paléogéographie de l'époque qui correspond à 47 millions d'années, qui correspond en plein au Lutétien. Sous nos latitudes, en fait, on avait dépôts de sédiments tropicaux au niveau de Paris, le Lutétien, mais au niveau du pôle, eh bien, il y a eu forage, en fait, directement au niveau de la ride de Lomonosov en 2004, qui a permis de prélever des sédiments caractéristiques en fait, de cet océan polaire qui était nettement plus fermé qu'à l'heure actuelle. La connexion avec l'océan ouvert se faisait beaucoup plus mal au niveau de deux goulettes d'étranglement. Le détroit de Bering était bien évidemment fermé. Donc des conditions tout à fait particulières. Et alors ce qui a vraiment surpris les chercheurs, c'est le fait de trouver, même dans ces conditions, une grande abondance de diatomées qui sont complètement adaptées à la glace de mer. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais apparemment ce genre de diatomées est inféodé à la glace de mer et donc permet de montrer que dès cette époque, dès l'époque du Lutétien au pôle, on avait de la glace de mer. C'est quelque chose qui a été confirmé aussi en regardant la texture des différents petits grains, petits cailloux, ces fameux débris détritiques glaciaires, alors qui ont différentes morphoscopies, morphologies, qui dépendant en fait de leur mode de transport. Ici, un transport par la glace de mer, ici un transport par les icebergs. Donc, je ne détaille pas, mais des découvertes très récentes qui montrent en fait qu'on avait un englacement, à la fois une calotte au Groenland qui commençait à s'établir, et de la glace de mer qui s'était établie dès des périodes très reculées. Alors ici, un résumé un petit peu de la stratigraphie en fait, de ces sédiments ASEX au niveau de la ride de Lomonosov. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, il s'agit d'un log en fonction de la profondeur qui est résumé, qui vous présente ici en fonction de l'âge qui progresse de droite à gauche, les différents événements. Ce qu'il faut voir, c'est qu'essentiellement, on a deux parties dans la colonne sédimentaire. Une partie qui est tout à fait caractéristique de dépôts en conditions relativement chaudes, c'est ce qui est indiqué ici, greenhouse, donc un effet de serre très important, avec une sédimentologie tout à fait particulière, et qui est ensuite suivi par des sédiments tout à fait déposés en conditions beaucoup plus froides, ice house, avec en particulier une différence dans la stratigraphie et dans l'aspect de ces sédiments. On passe d'une colonne d'eau avec une teneur en matière organique qui peut être très importante, de plusieurs pourcents de matière organique dans le sédiment, avec des laminations tout à fait particulières, à une colonne d'eau qui est bien ventilée. Donc on a une transition graduelle entre des conditions anoxiques et des conditions bien ventilées, qui, vers 14 millions d'années avant le présent, et cette période, en fait cette transition entre des sédiments anoxiques et bien ventilés, est liée apparemment à l'ouverture du détroit de Fram, qui a eu lieu à peu près au Miocène, entre 18 et 14 millions d'années avant le présent, et à l'établissement, justement, dans les deux sens, de ces échanges d'eau profonde. C'est ce qui explique, en fait, la rupture et le fait que l'on passe de sédiments profonds en mer Arctique, en zone arctique, en océan Arctique, qui étaient anoxiques, vers des conditions oxiques. Alors, les derniers, je remonte, en fait, vers le temps présent. Je remonte dans le temps présent, et pendant les derniers 5 millions d'années, du Pliocène au Pléistocène, eh bien, c'est une période qui est caractérisée par une période globalement froide, avec une succession de glaciations qui sont pilotées par l'orbite terrestre, par les fluctuations orbitales, 41 000 ans, 100 000 ans et 23 000 ans,
pour la précession. Et on peut suivre en fait ces fluctuations glaciaires interglaciaires au niveau global en mesurant classiquement les isotopes de l'oxygène comme indicateurs du niveau marin. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on a stockage de glace continentale, eh bien, ces glaces ont été générées par précipitation d'eau atmosphérique qui est généralement déficitaire en oxygène 18. Donc on a un stockage d'eau qui est très déficitaire avec des coefficients de fractionnement qui peuvent aller jusqu'à moins 30 pour 1000. Et par effet de bilan, eh bien, on a une augmentation du delta O18, du rapport oxygène 18 sur oxygène 16 de l'océan, que l'on peut mesurer dans les sédiments à partir des foraminifères benthiques prélevés dans ces différentes carottes. Et à peu près, on a une correspondance à peu près qui est équivalente à 100 mètres est égal à peu près 1 pour 1000. Alors ça, c'est vrai pour regarder les glaciations globalement, on peut le faire à toutes les latitudes, mais en plus, dans la zone arctique, on peut regarder des bioindicateurs, certains bioindicateurs, pour aller plus loin dans la quantification de l'étendue de la banquise en faisant des statistiques sur les différentes faunes et flores, en particulier les restes. On peut étudier les restes de micro-organismes tels que les diatomées, on peut étudier aussi les kystes dinoflagellés, les dinokystes. On peut utiliser certaines espèces, en particulier celle-ci d'ostracode, qui est inféodée à la glace de mer, et plus récemment encore, en fait, des composés organiques qui sont synthétisés par des diatomées qui vivent dans la glace de mer, en particulier cet hydrocarbure insaturé, l'IP25, qui fait l'objet maintenant de beaucoup de travaux. Et pour brosser un panorama général, en fait, voici en fait les derniers 3 millions d'années de fluctuations climatiques, depuis le Pliocène avec des teneurs en gaz carbonique que je ne montre pas ici, qui sont supérieures, qui sont de l'ordre de 400 ppm, avec une lente dégradation, mais en plus une augmentation du phénomène glaciaire, avec des périodicités de l'ordre de 41 000 ans, des périodicités qui augmentent, et une fluctuation de l'amplitude du phénomène glaciaire, plus de 100 mètres, à partir du Pléistocène. Donc on a des fluctuations qui augmentent, et je n'ai pas de compilation, je cite ici un travail très récent de compilation justement de ces informations sur la glace de mer. On a apparemment, de façon graduelle, une transition entre de la glace de mer saisonnière vers une banquise qui devient pérenne vers la fin du Pléistocène, en particulier pour les périodes les plus froides, les périodes glaciaires. Alors, encore une fois, lorsque l'on a ce panorama sur les derniers 3 à 5 millions d'années, depuis le début du Pliocène jusqu'au Pléistocène, il est clair que les périodes les plus reculées étaient nettement plus chaudes que l'actuelle encore. C'est lié probablement aussi à l'effet de serre. Et j'en veux pour preuve en fait, quelques exemples, notamment sur tout le pourtour en fait, de l'océan Arctique. Ici, il s'agit d'un travail qui est sous presse, qui montre en fait que, en particulier à partir de sédiments d'un lac sibérien, eh bien, que les températures à partir des pollens et des fonctions de transfert étaient probablement 8 degrés plus chauds que l'actuel. On a retrouvé aussi au niveau de l'île d'Ellesmere et d'une autre île dans l'Arctique, l'île Bilote, des mélèzes, des restes de forêts de mélèzes qui montrent en fait, apparemment, selon les auteurs, que les températures étaient peut-être de l'ordre de 18 degrés supérieures aux températures actuelles. Donc vraiment des choses tout à fait importantes. Mais ça, c'était pendant le début du Pliocène et bien évidemment pendant la glaciation, pendant ces derniers 3 à 4 millions d'années, il y a eu une transition vers des conditions de plus en plus froides. Alors il y a eu l'intervalle le plus chaud pendant le Pléistocène en particulier, pendant les derniers 2 millions d'années, est un interglaciaire très particulier, très long, qui fait l'objet de beaucoup d'études, qui est l'interglaciaire 11, vers 400 000 ans avant le présent. Et pendant cette période, eh bien, on a la preuve maintenant, c'est encore un travail très récent, qui vient de sortir de la fonte partielle du pergélisol sibérien à 60 degrés nord, avec formation de stalagmites, ce qui est tout à fait exceptionnel, parce que dans cette zone, ici, vous avez la grotte particulière où a été récupéré ce stalagmite, eh bien, la glace est complètement pérenne. C'est une grotte qui est totalement englacée, et quand il n'y a pas d'eau liquide, on ne peut pas avoir de formation de spéléothème. Je reviens encore une fois de plus en plus vers le temps présent, avec, pour le dernier interglaciaire, on se rapproche encore du temps présent. Je vous ai dit que le niveau de la mer était 7 mètres plus haut que l'actuel. Eh bien, on a la preuve que même pendant cette période un peu plus chaude qu'à l'actuelle, on avait en zone arctique de la glace pérenne. Ici, ils sont représentés en fait 3 points qui représentent 3 carottes, qui montrent en fait, grâce à cet indicateur en particulier d'un ostracode tout à fait typique de la banquise pérenne, eh bien, que cette banquise était établie aussi pendant l'interglaciaire 5E.
Alors, il est évident aussi que pendant la dernière grande glaciation, eh bien, la glace de mer était beaucoup plus importante. Ça, c'est tiré d'une reconstitution fondée sur les dinocystes. Vous avez ici une carte en fait, de l'ouest de l'Atlantique qui montre en fait, l'étendue de la glace de mer qui était beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle. À la limite, on voit même très nettement que la glace pérenne correspond, la limite de la glace pérenne qui est représentée ici en violet, correspond à peu près à la glace saisonnière actuelle, le maximum de glace saisonnière actuelle. Donc une étendue beaucoup plus importante, mais même pendant ces époques, c'est ça qui est aussi intéressant, à cause du passage d'eau profonde au niveau du détroit de Fram, eh bien, il y avait une persistance des échanges entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique. Ici, il s'agit, j'ai juste copié le titre en fait, d'un article qui vient de paraître. Je ne vais pas du tout détailler, bien évidemment, les indicateurs qui sont utilisés. Il s'agit essentiellement de regarder le déficit d'un isotope particulier, le protactinium 231, qui montre en fait qu'il y avait encore des échanges entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique. Pour remonter et terminer, je vois que j'ai déjà trop parlé, pour faire la connexion justement avec le temps présent et les fluctuations de la banquise actuelle, je vous montre en fait une reconstitution paléoclimatique qui, elle, a été établie pour le temps, pour le dernier millénaire. Donc, on se rapproche en fait des données instrumentales qui sont résumées ici en rouge. Vous avez les observations directes de la glace de mer. Il s'agit d'un travail relativement récent qui est une compilation en fait multi-proxy, multi-indicateur des fluctuations de la glace de mer au cours du dernier millénaire. Alors, on distingue des fluctuations relativement amples. En particulier, apparemment, il y aurait un maximum pendant le petit âge glaciaire. On se raccroche à peu près, plus ou moins, avec les conditions de la glace arctique depuis quelque temps. Mais on voit aussi de larges fluctuations qui sont... Alors, il faut bien évidemment garder en tête les indicateurs, la fiabilité ou la barre d'erreur, l'incertitude de ces indicateurs qui est résumé ici. On voit quand même des grandes fluctuations, mais qui n'ont jamais été aussi longues, apparemment, que celles que nous sommes en train de vivre, et dont Julian Struve va nous parler abondamment maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention.